Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce cours Prépa Live où nous allons aujourd'hui présenter le sujet qui est tombé au concours de Sciences Po Paris l'an dernier, en février 2018. Je ne vais pas vous en proposer un corrigé au sens détaillé du terme, puisque ça on aura l'occasion d'y revenir dans les cours spécifiques de Prépa Live qui viendront à partir du mois de novembre. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est peut-être de vous présenter justement un sujet, comment on réagit face à ce sujet, quels sont les points de méthode auxquels il faut prêter attention. Donc, on est plus dans une perspective méthodologique. Alors, je vous précise tout de suite, bien entendu, on est sur une live class, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez via le chat. Je les reçois avec une petite minute de décalage, mais je pourrais bien entendu vous répondre dans la mesure du possible. Alors, l'épreuve d'histoire de Sciences Po Paris, vous le savez, c'est une épreuve sur programme. Ce programme, il est connu, il correspond à quelques détails près dans la formulation au programme des classes de première. Première L et ES ou première S, il n'y a pas vraiment de différence là-dessus, sauf sur quelques points d'approfondissement. Mais en gros, c'est un programme que vous avez étudié en classe de première et que vous pouvez bien entendu donc réviser tout au long de l'année de préparation au concours de Sciences Po Paris via Prépa Live. Quelle différence entre le concours de Sciences Po Paris et les sujets que vous pourriez avoir en classe de première? La différence principale, et elle a été précisée par le jury qui a beaucoup insisté là-dessus l'an dernier et qui l'a montré, c'est que les sujets ne sont pas formulés comme des questions de cours. En général, la logique en première et même au baccalauréat, c'est de vous donner un sujet qui correspond à peu près au thème de cours que vous avez traité. C'était ce qui se faisait avant aussi à Sciences Po Paris. Ce qui n'est pas très satisfaisant parce qu'évidemment, le risque, c'est que les candidats apprennent par cœur des plans de cours, récitent le plan de cours, et c'est très difficile pour le jury de sélectionner des candidats qui ont un sens de la réflexion. C'est pour ça qu'un des critères principaux désormais du concours de Sciences Po Paris, c'est justement d'avoir des énoncés qui sont des énoncés un petit peu différents, qui reprennent bien sûr les thèmes de cours, mais qui vont les reformuler. Là, en l'occurrence, ce qui a été fait cette année sous la forme de questions qui précisent, qui décalent un petit peu le sujet. Et s'ajoute à cela, bien sûr, l'étude de documents, je vais y revenir, donc qui suppose là aussi une préparation beaucoup plus spécifique. Alors, soyons concrets, imaginons que nous sommes le 25 février 2018 et comme tous les candidats à Sciences Po Paris, on reçoit donc ce sujet pour lequel on a 4 heures pour plancher. Le sujet qui a été donné, comme toujours, comporte 2 exercices et un choix. Alors, les 2 exercices, c'est une composition sur 12 points pour laquelle vous avez 2 choix. Cette année, 2 sujets étaient proposés et donc il faut bien sûr en traiter un seul. Le deuxième exercice, en revanche, est imposé. Celui-là, vous n'avez pas de choix. C'est une étude de documents qui compte pour 8 points. Alors, d'abord, un point pratique. Il y a 2 exercices, il y a 4 heures pour l'ensemble. Donc, il faut tout de suite se fixer un calendrier de composition et d'étude de documents pour ne pas risquer de sacrifier une épreuve. On ne peut pas, dans un concours, se permettre de traiter un seul sujet ou de bâcler un sujet. Donc là, il faut vraiment utiliser sa montre. Je dis bien sa montre parce qu'évidemment, vous avez sans doute l'habitude, comme tout le monde aujourd'hui, de regarder l'heure avec aujourd'hui votre téléphone portable. Et évidemment, le jour du concours, vous n'y avez pas accès. Ça serait trop facile. Donc, avec votre montre ou votre chronomètre ou votre pendule ou tout ce que vous voulez, vous commencez par vous fixer un timing. Alors, ce timing, à mon avis, il faut être simple. Puisqu'il y a 12 points pour la compo, 8 points pour l'étude de documents, vous consacrez 2h30 à la composition, 1h30 à l'étude de documents. Bien sûr, ça peut bouger en fonction de
la facilité ou pas du sujet. Si le sujet d'étude de document vous semble très simple et que vous le traitez vite, bah, vous gagnez un peu de temps. Mais peu importe, il faut vous fixer d'emblée un objectif. Disons donc 2h30, 1h30. Dans quel ordre faire le sujet? Comme vous voulez. Il n'y a pas de règle, vous pouvez très bien commencer par l'étude de documents ou commencer par la compo, les deux sont possibles. Je n'ai pas de conseil particulier à vous donner là-dessus, hein. Là il faut faire comme vous le sentez. L'important, encore une fois, c'est d'emblée de bien se dire qu'il faut faire les deux. Alors, ici, je vais faire dans l'ordre des exercices proposés, donc on va commencer par la composition, puis dans un second temps, on s'intéressera à l'étude de documents. Avant tout, cependant, je vous conseille de lire intégralement le sujet. Les sujets de compo, bien sûr, ça va vite à lire, et l'étude de documents. Même si vous la traitez que dans un deuxième temps, commencez tout de suite à la lire. Pourquoi? Parce que pendant les 2 heures où vous ferez, 2h30 où vous ferez la composition, ça va quand même mûrir. Et vous allez rassembler quelques idées et peut-être même du coup trouver des idées supplémentaires qui ne vous seraient pas forcément venues à l'esprit tout de suite. Alors donc, faisons cela, hein. Regardons d'abord l'ensemble du sujet. 2 sujets de composition. Le premier, la résistance a-t-elle préparé et réalisé une totale transformation de la République française 1940-1946. Deuxième sujet possible, comment la croissance économique des 30 Glorieuses a-t-elle transformé la société française? Ok. Pour le moment, on garde ces sujets en tête et on lit l'étude de documents. Alors, quand on lit l'étude de documents, évidemment, la première chose, c'est de regarder quel est l'auteur, quelle est la source. Simone Veil, Une vie, ce sont les mémoires de Simone Veil, publiées en 2007. On a une indication dans l'énoncé du sujet, hein, puisque le sujet nous dit « Vous présenterez le document de la façon la plus précise possible et vous montrerez son intérêt et ses limites pour, et ça correspond à un thème de cours, pour la connaissance de la place des femmes dans la société française au XXe siècle. » D'accord. On a notre guide, on peut lire le document, je ne vais pas évidemment vous le lire ici, hein, mais j'y reviendrai après, un document dans lequel Simone Veil raconte tout simplement comment elle est devenue ministre en 1974. Évidemment, c'est la question de la place des femmes dans la vie politique qui est posée à un moment, les années 70, où justement le féminisme se développe et les femmes trouvent justement davantage de légitimité, de statut dans la vie politique française. Ok, on a lu l'intégralité des sujets, on garde en tête que pour Simone Veil, il faudra se remémorer qui elle est, bien sûr, se remémorer le cours sur la place des femmes et également ce qu'on peut savoir, au-delà de ça, de la vie politique de la deuxième moitié du XXe siècle. Revenons maintenant au sujet de composition, puisqu'on va commencer par là. On a 2 sujets. Alors, il faut faire un choix. Ce choix, il ne faut pas avoir de remords. C'est-à-dire que quand vous faites le choix, il est fait. Pas de retour en arrière. Sauf cas très particulier, vous êtes sûr de vous planter si vous avez d'abord choisi un sujet, puis au bout d'une demi-heure, vous vous dites « non, finalement, je vais faire l'autre ». Ça, c'est quasiment éliminatoire. Donc, vous prenez le temps de réfléchir, 5 minutes, 10 minutes maximum, hein, en regardant bien les sujets, ce qu'ils supposent en termes de connaissances, de problématisation. Quand vous avez fait votre choix, vous restez dessus. Comment fait-on pour choisir? Alors, il y a 2 critères qu'il faut prendre en compte. Le premier critère, bien sûr, c'est le thème de cours qui correspond. Est-ce que vous le connaissez bien? Alors, regardons tout de suite. Hein. Là, le premier sujet, la résistance a-t-elle préparé et réalisé une totale transformation de la République? Attention, ça correspond à 2 thèmes de cours. Donc là, on a une subtilité. Le thème de cours sur la résistance, donc intégré au programme sur la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi le thème sur la République. Une République, 3 républiques. C'est-à-dire ici
la remise en place de la République en 44-46. Donc, ce sujet-là suppose qu'on n'ait pas fait d'impasse, évidemment, d'une part sur la Deuxième Guerre mondiale et la résistance, d'autre part sur la mise en place de la Quatrième République. Si vous avez travaillé les deux, il n'y a pas de raison de vous empêcher de prendre ce sujet. Premier critère. De la même manière, regardons le deuxième sujet. Comment la croissance économique des 30 Glorieuses a-t-elle transformé la société française? Là aussi, je pense qu'il y a deux sujets. Deux thèmes de cours, pardon. Premier thème de cours, dans le thème 1, croissance, cycle de la crise économique, etc. C'est tout ce qui concerne la croissance. Évidemment, ici, ce sujet suppose de savoir ce que sont les 30 Glorieuses et pourquoi il y a une croissance économique. Mais il nous dit aussi comment cette croissance a-t-elle transformé la société. Ça, c'est le thème 3 de cours sur la société française, celui dans lequel on évoque la population active, la place des ouvriers, la place des femmes, l'immigration, c'est-à-dire des questions dont on peut penser ici qu'elles auront un lien avec le sujet. Donc là aussi, on fait la checklist. Est-ce que j'ai des connaissances là-dessus? Est-ce que j'ai fait une impasse? Voilà. Une fois que vous avez identifié ça, déjà, vous avez un premier critère pour choisir. Quels sont les thèmes de cours que vous maîtrisez les mieux? Voilà, premier élément. Deuxième élément, deuxième critère de tri pour choisir le sujet. Le deuxième élément, c'est la forme même du sujet. Alors dans les deux cas, on a des questions. Mais l'enjeu ici, c'est bien sûr de bien les comprendre. Donc dans le premier cas, préparer et réaliser une totale transformation. Dans le deuxième cas, comment la croissance a-t-elle transformé la société? Cette année, il se trouve que les sujets d'ailleurs sont assez proches dans l'énoncé. On a deux fois la notion de transformation de la société. C'est des énoncés qui ne posent pas de problème particulier de compréhension. Il n'y a pas de termes techniques qui pourraient poser problème. Il n'y a pas, me semble-t-il, de formulation un peu alambiquée ou bizarre. Donc je pense qu'à partir de là, les deux sujets se valent. À vous de voir en fonction maintenant de ce qui vous est le plus familier. Mais donc vous voyez, ce sont les deux critères de choix. Est-ce que je comprends bien le sujet? Est-ce qu'il n'y a pas de piège, de mots dont le sens me paraîtrait un peu douteux? Et quel est mon niveau de connaissance sur ces questions? Alors, si dans le meilleur des cas, les deux sujets vous vont aussi bien tous les deux, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas choisir, les deux vous plaisent, comment vous faites? Il faut intégrer un troisième critère. Sur quoi vais-je faire la différence? N'oubliez pas, c'est un concours. Dans un concours, il ne suffit pas de produire une bonne copie. Il faut produire une meilleure copie, meilleure que les autres. Alors là, c'est de la stratégie. Il faut réfléchir sur quel sujet est-ce que vous avez les exemples les plus originaux, les références les plus originales, les éléments qui vont vous permettre justement de vous distinguer. Bon, ça évidemment, si vous commencez la préparation, vous ne pouvez pas encore le savoir. Mais le jour du concours, si vous êtes bien préparé, vous avez vos stocks de fiches, d'exemples un peu précis pour chaque thème. Là, vous verrez assez vite sur lequel des deux sujets vous pouvez mobiliser les exemples les plus efficaces, les plus parlants, je vais dire. Et à ce moment-là, vous faites le choix. Alors ça nous a pris maximum 10 minutes. Et au bout des 10 minutes, vous choisissez un sujet, vous rayez l'autre, vous l'oubliez, l'autre sujet, vous n'y revenez pas en aucun cas. Alors, nous ici, on ne va pas choisir un sujet, je vais quand même vous parler des deux, puisque c'est un peu la règle du jeu quand même de la préparation. Mais j'insiste là-dessus, vous en choisissez un seul et après le deuxième, vous l'oubliez. On va prendre chacun des deux sujets et encore une fois, sans faire un corrigé détaillé, je vais vous donner des éléments de réflexion. Le premier sujet, je vais prendre dans l'ordre, la résistance a-t-elle préparé et réalisé une totale transformation de la République française 1940-1946? À quoi faut-il faire attention?
Alors là, vous prenez votre feuille de brouillon. C'est comme ça que ça marche, hein. Vous prenez votre feuille de brouillon, vous recopiez le sujet. Il faut vraiment le recopier. Parce que recopier, c'est un moyen aussi de fixer un peu les choses et de bien faire attention qu'on n'oublie pas une virgule, un petit mot de liaison, un truc important. C'est l'occasion de remarquer tout de suite quelques éléments stratégiques. Première chose, résistance avec une majuscule. C'est banal, mais ça suppose de réfléchir à ce que c'est que la résistance. On parle ici de la résistance en tant qu'organisation sociale et politique. Vous savez bien que la résistance, en réalité, c'est des tas de mouvements de résistance. Ce n'est pas un seul groupe. C'est des tas de mouvements qui vont s'unifier au sein du Conseil national de la résistance. Ça, il faut tout de suite y penser. Donc, sur mon brouillon, résistance, j'entoure le R majuscule et je mets une petite flèche et je mets plusieurs. Parce qu'une des pistes pour réfléchir au sujet, c'est peut-être de se dire qu'il y a plusieurs formes de résistance qui n'ont peut-être pas les mêmes projets pour la France. La résistance a-t-elle préparé et réalisé? Alors là, il y a deux mots. Et ces deux mots, il faut y prêter attention. Le jury ne se contente pas de dire la résistance a-t-elle transformé? Non, préparé et réalisé. Préparer, ça veut dire penser, organiser, anticiper. Donc là, c'est tout ce qui relève du projet. Réaliser, c'est tout ce qui relève de la mise en œuvre. C'est différent. On peut préparer quelque chose et ne pas le réaliser. On peut aussi, d'ailleurs, en sens inverse, ne pas préparer quelque chose et le réaliser tout de même. Donc, ici, il faut bien faire attention à ça, parce que c'est un élément de réflexion. La différence entre préparer et réaliser, c'est une des pistes majeures problématiques. Continuons, a-t-elle préparé et réalisé une totale transformation? Alors là, total, vous l'encadrez, vous le surlignez, vous le faites clignoter, parce qu'évidemment, vous avez déjà un élément de réponse. Aucune transformation n'est jamais totale en histoire. Il y a toujours des éléments de continuité, il y a toujours des choses qui n'ont pas changé. Donc d'ores et déjà, vous avez ici le mot-clé du sujet. La réponse est évidente, c'est non. La résistance n'a pas pu tout transformer. Et du même coup, à côté de total, vous mettez une flèche et vous posez les limites. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été changées, des choses qui continuent. Transformation, c'est un mot très général. On ne peut le comprendre qu'avec la suite. Transformation de la République française. Alors là, très important, République. On parle donc des institutions politiques. Est-ce qu'on parle que de ça? Non. Si vous avez en tête le cours, vous savez que ce qui caractérise justement la période 44-46, c'est qu'on passe d'une république politique, une démocratie politique, à l'idée d'une démocratie sociale, avec la sécurité sociale par exemple. Donc république, ce n'est pas seulement les institutions, c'est aussi comment le politique a une influence sur le social. C'est très important. Mais en revanche, le mot qui a été choisi, c'est bien le mot de République française. Ça ne serait pas le même sujet si vous aviez un sujet, la résistance a-t-elle préparé et réalisé une totale transformation de la société française? Ça ne serait pas le même sujet et ça serait un petit peu hors programme, parce que vous n'avez pas travaillé là-dessus. Mais gardez-le à l'esprit, on est bien ici sur le cadre politique, l'État, les institutions et comment l'État agit sur la société. Dernier élément du sujet, fondamental, on se pose toujours la question en histoire du lieu et des dates. Le lieu, la France, oui, mais attention, quand on parle de France, de République française en 40-46, on parle aussi des colonies. Il ne faut pas les oublier et il faut donc également poser la question de l'impact sur les colonies. Mais le cadre donc c'est bien la France et la période elle vous est donnée, 40-46. C'est pas évident. Le jury aurait très bien pu donner
44-46, ce qui aurait correspondu uniquement au thème sur la restauration de la République. Là, ça intègre la période 40-44, c'est-à-dire justement la période où la résistance est dans sa phase un peu de construction, de réflexion, d'hésitation. Donc, ça élargit le sujet, et c'est pour ça qu'il faut bien intégrer cette dimension chronologique également. Alors, vous voyez, la simple lecture des termes du sujet nous fait déjà souligner des termes, mais nous fait surtout rajouter des termes. J'ai rajouté ici l'opposition préparée réalisée, j'ai rajouté l'idée que la résistance est plurielle, j'ai rajouté surtout à l'idée de totale transformation l'idée de limite. Tout ça va évidemment dans le même sens. C'est-à-dire que la grande question qui est cachée derrière le sujet, c'est en réalité celle du décalage entre le projet, ce qui est préparé, et la mise en œuvre, ce qui est réalisé. C'est bien pour ça que le sujet est posé de cette manière. La problématique, je pense, la plus évidente, ce n'est pas forcément la seule possible, mais c'est la plus efficace, c'est bien celle du décalage entre des grandes ambitions et des réalisations forcément limitées et peut-être décevantes. Donc là, vous voyez, on passe de la lecture du sujet à la problématisation, qui est celle justement des grandes ambitions d'une part et en même temps de ce contraste peut-être entre un projet et une réalisation. Ça, vous voyez, vous pouvez le formuler, vous pouvez facilement trouver une question là-dessus. Comment les grandes ambitions de la résistance ont-elles abouti à des réalisations forcément limitées? Ça peut très bien être la problématique du sujet. Alors, une fois qu'on a dit ça, il nous reste évidemment à essayer de bâtir un plan et de mobiliser des connaissances. Mais ça, je vous l'ai dit, on ne va pas rentrer dans le détail. On n'aura pas le temps ce soir et on aura l'occasion d'y revenir. Quelques pistes seulement pour réfléchir. Quand vous avez un plan à construire, une des grandes questions en histoire, c'est toujours celle de la chronologie. Est-ce qu'on peut faire un plan chronologique, c'est-à-dire privilégier l'étude de l'évolution de ce qui change, ou est-ce qu'il faut faire un plan thématique, c'est-à-dire choisir des thèmes? Les deux sont possibles. Ici, un plan thématique pourrait prendre thème par thème, c'est-à-dire en quoi la résistance a-t-elle changé les institutions, en quoi a-t-elle changé l'État, en quoi a-t-elle changé l'action de l'État sur la société. C'est possible, je pense qu'on pourrait faire une très bonne copie avec ça, ça me semble un peu difficile. Il y a plus facile. Le plus facile ici, c'est de suivre un peu le fil chronologique, puisque je l'ai dit, le cœur du sujet, c'est le décalage entre les grands projets et les réalisations. Je pense qu'on peut faire une première partie sur la construction du projet, qui correspondrait à la période 40-44. C'est logique. Ça nous permet d'introduire de manière assez précise l'idée que la résistance a été diverse, qu'elle est plurielle, que tout le monde, en 40, 41, 42, n'avait pas forcément la même conception de ce que devait être la République. Il y a même des résistants qui ne veulent plus de la République. Mais donc là, il y a une différence. Et on peut commencer peut-être par là, par dire, voilà, la résistance est diverse, plurielle, elle a des projets différents, mais qui vont se structurer, s'unifier autour de ce qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance. Le fameux texte du 15 mars 1944, qui pourrait ici conclure notre première partie, où on exposerait finalement la feuille de route que se donne la résistance pour changer la société. Donc vous voyez, ma première partie, c'est la résistance quand elle n'est pas au pouvoir, quand elle est dans l'opposition et quand elle est dans le projet. On peut
Donc, commencez par décrire ce projet. À noter, hein, c'est un point important, vous l'avez vu ou vous le verrez dans votre préparation, que ce projet, on ne peut pas le penser comme ça dans le vide. Pour comprendre ce que veut la résistance, il faut comprendre à quoi elle s'oppose. Elle s'oppose à Vichy, bien sûr, mais elle s'oppose aussi aux échecs de la Troisième République. C'est-à-dire que les projets de 40-44 sont des projets qui ont pour objectif de réparer les échecs de la République. Donc ça, il faudrait le rappeler. Et on pourrait dire aussi, et je pense que c'est très important ici, que cette résistance, elle s'inspire, une bonne partie d'entre elles en tout cas, de ce qui a été fait par le Front populaire en 1936. Et de ce qui n'a pas pu aboutir, parce que le Front populaire, vous le savez, il est au pouvoir de 1936 à 1938, on va dire, mais assez vite, il est confronté à des oppositions, à un contexte difficile, et donc il n'a pas pu justement transformer réellement la République. Vous voyez, ça ferait une première partie, ce projet de transformation, qui nous amènerait dans un deuxième temps à voir les réalisations. Alors, bien sûr, on peut faire un plan en deux parties, ce n'est pas interdit. Mais le plan en deux parties, souvent, il manque quelque chose. Quand vous pouvez avoir trois parties, cherchez trois parties. Et là, c'est assez facile. Parce que la période 44-46 qui nous reste à traiter, eh bien, on peut la voir de deux manières. On peut la voir d'abord sous l'angle des grandes réformes, de ce qui est fait, mais ensuite, dans une troisième partie, on peut la voir sous l'angle des désillusions, c'est-à-dire de ce qui n'a pas fonctionné. C'est relativement facile. La deuxième partie, vous la consacrez aux grandes réformes sociales et politiques. Comment on va essayer de relancer la liberté de la presse en y réussissant. Comment on va mettre en place la sécurité sociale. Comment on met en place donc concrètement quelques-uns des grands projets qu'on a évoqués dans la première partie. Comment on met en place enfin le droit de vote des femmes, puisque c'est quand même un des éléments fondamentaux de la période 44-45. Mais en troisième partie, et ça pourrait justement introduire une dynamique, une limite au sujet, en troisième partie, on rappelle que les résultats sont malgré tout limités et même décevants, notamment sur le plan des institutions. Pourquoi ? Parce que la résistance se divise, enfin les héritiers de la résistance se divisent sur le choix des institutions. Certains veulent une assemblée très forte, un régime parlementaire. D'autres, et c'est le cas du général de Gaulle, dans le discours de Bayeux, il le dit très bien, veulent un régime plus équilibré avec un exécutif plus fort. Le résultat, c'est qu'il y a des référendums, il y en a deux, il y a des résultats qui divisent le pays, et il y a un système politique, la 4e République, qui n'est pas mauvais en soi. Ça serait une erreur, bien sûr, de dire ici que la 4e est mauvaise, que c'est un échec, et que donc ça prouve que ça a raté. Non. La 4e, elle n'est pas mauvaise en soi. Mais elle ne correspond pas tout à fait aux attentes qui étaient celles de la résistance. Parce que cette 4e République, c'est son défaut ici, tout simplement, elle a divisé le pays au moment où elle se constitue, et elle est le fruit d'un compromis, enfin de plusieurs compromis d'ailleurs, assez fragiles. Alors évidemment, pour développer ça, il faut bien connaître le cours sur la période 44-46, et donc pouvoir étayer un petit peu ces idées, mais ça, on l'a dit, c'est la condition évidente pour réussir le concours. Voilà, vous voyez, sur ce sujet-là, on a une démarche qui, à mon avis, est relativement simple, une problématique qui se dégage facilement, et un plan chronologique, semi-chronologique. Première partie 40-44, deuxième et troisième partie 44-46, mais qui voit deux facettes. Une facette plutôt côté réussite, consensus, et une facette plutôt côté division. Alors le côté division, c'est vrai, correspond davantage à l'année 46, mais ici, on s'en fiche un peu. C'est pas grave si, bien sûr, la chronologie, on joue un petit peu avec. À l'arrivée, il faudra conclure, et cette conclusion,
elle doit rappeler la problématique et expliciter ce que vous avez voulu dire. Donc ici, hein, c'est très simple, mais effectivement, on ne peut pas dire que la résistance ait tout à fait transformé la société. Elle a tout de même œuvré en ce sens. Et pour ouvrir, je pense que là, l'ouverture pourrait être de dire que rien n'est fini en 1946. Qu'en 1946, le programme du CNR, le projet du CNR, ce projet de la résistance, il n'est pas abandonné. Tout n'est pas fait en 1946, mais un certain nombre de forces politiques, notamment les forces de gauche à ce moment-là, continuent à défendre l'idée que la transformation est en cours et qu'elle va avancer. Voilà pour ce premier sujet. Alors, première question d'Oran, et c'est l'occasion de vous rappeler, hein, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous le souhaitez. Question pratique, faut-il toujours reformuler le sujet ou peut-on utiliser la phrase du sujet? Alors, je vous déconseille d'utiliser la phrase du sujet. Une bonne problématique, c'est une problématique qui va déplacer un tout petit peu le sujet. Ce n'est pas seulement une reformulation. C'est une reformulation qui introduit quelque chose de différent. Vous voyez, ici, c'est un peu en creux. Hein, quand on pose la question, la résistance a-t-elle préparé et réalisé une totale transformation? Ce que je vous ai dit, comment des grandes ambitions aboutissent à des résultats limités, c'est évidemment très proche, mais c'est plus précis. Et de manière générale, quand le sujet est présenté sous la forme d'une question, il ne faut pas la reprendre telle qu'elle, ou plutôt, pour être efficace. Dans l'introduction, vous citez le sujet, c'est-à-dire que vous pouvez poser la question du sujet, telle qu'elle, mais ensuite, vous développez un petit peu et vous aboutissez à une question un peu différente. Alors ça, c'est un truc méthodologique, mais le jury sera très attentif à ce que vous puissiez soit formuler une autre question, soit sous une forme affirmative, hein, ça peut être affirmatif, que vous donniez un angle d'attaque. Voilà. Ce qu'on attend de vous quand on parle d'une problématique, pour le dire peut-être plus clairement, c'est que vous trouviez un angle pour traiter la question qui est posée. Donc ça ne peut pas être uniquement une répétition du sujet. Alors, je passe maintenant au deuxième sujet. Comment la croissance économique des 30 Glorieuses a-t-elle transformé la société française? La démarche est la même, hein, donc je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite sur ce point. Bon, le comment est une formule un peu creuse. Évidemment, hein, ça pourrait être pourquoi, ce ne serait pas la même chose, mais comment, c'est la formule la plus neutre qui vous amène à décrire et à expliquer. Comment la croissance économique des 30 Glorieuses? Alors là, deux choses importantes. La notion de croissance économique, bien sûr. Bon, ça, il faudra la définir. Mais surtout, on introduit une notion, celle des 30 Glorieuses, qui correspond pour l'économie française, selon la formule de Jean Fourastier, à la période 1945-1973. 28 années, en l'occurrence, de croissance économique. C'est une notion qui a un auteur, Jean Fourastier. Ça serait bien ici de pouvoir le citer. C'est dans les préparations, hein, bien sûr, si vous ne l'avez pas encore en tête, vous verrez que c'est des éléments qu'on évoquera en préparation. Mieux que ça encore, si vous avez bien préparé, vous savez que cette notion de 30 Glorieuses, elle est discutée. Les historiens ont tendance aujourd'hui à considérer que c'est une notion qui n'est pas très satisfaisante. D'abord parce qu'elle crée un bloc, 30 Glorieuses, alors que dans ce bloc, il y a des périodes très différentes. Pour vous le résumer, et on aura l'occasion bien sûr d'y revenir dans les cours, quand on dit 30 Glorieuses et qu'on postule qu'il y a un bloc de 30 ans, on oublie que la croissance est cumulative. Dans les années 50, c'est une croissance de rattrapage. C'est-à-dire qu'on rattrape le niveau antérieur. On a 5% de taux de croissance, c'est très bien, mais en réalité, on revient seulement au niveau des années 30. Dans les années 60, en revanche, la croissance est toujours de 4-5%, mais cette fois, ça se cumule. Donc on va beaucoup plus haut. Pour le dire autrement,
les années 60 sont beaucoup plus nouvelles, beaucoup plus fortes en termes de croissance, en valeur brute, si vous voulez, que les années 50. Donc, les historiens vous diraient tout de suite ici que 30 glorieuses, il faut le déconstruire un peu. Ça peut être dans l'introduction, ça peut être dans le développement, mais il faut bien dire que c'est une chronologie qui n'est pas tout à fait satisfaisante, enfin c'est une formule qui n'est pas tout à fait satisfaisante, et donc il faudra intégrer ça dans le sujet. Alors ensuite, on en arrive à la question, hein, comment cette croissance a-t-elle transformé la société française? Bon là, le mot-clé, c'est société française. Société, donc, dans toutes ses facettes. Il ne s'agit pas de faire uniquement de l'histoire économique, il s'agit de comprendre le lien entre un processus économique, la croissance, et une transformation sociale. Alors là, le réflexe, c'est de faire la liste de tous les éléments qui peuvent être transformés par la croissance. Là, il faut réfléchir, reprendre le cours, se le remémorer, mais aussi être logique, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui change? Les secteurs de l'activité économique, donc agriculture, industrie, services. Ça, bien sûr, il faut y penser, ça change. Mais aussi tout ce qui concerne la vie quotidienne, l'urbanisation, la consommation, mais aussi les groupes sociaux. Pensez, puisque ça fait partie des éléments qui sont dans le cours, à l'immigration, à l'intégration. Pensez au monde ouvrier. Pensez à la question des femmes. Là, je pense que sur le brouillon, vous pouvez faire la liste. Tout ne sera pas traité de la même manière. Tout n'est pas forcément aussi important. On ne peut pas tout dire dans un sujet. Mais il faut vérifier que vous n'oubliez pas un aspect important. C'est ça ici, c'est à ça que ça sert, ce travail préparatoire. Alors, ici, la problématique, c'est pareil, ça ne peut pas être l'énoncé, il faut reformuler, il faut réfléchir autrement. Alors, cette reformulation, elle peut prendre la forme d'une question ou d'une affirmation, mais en tout cas, il faut trouver un angle, je vous le disais. Alors, l'angle, il peut y avoir plusieurs manières de le faire. J'en vois deux. Là, pour aller vite, on pourrait en trouver d'autres. Le premier angle, peut-être, ça serait l'angle un peu chronologique. C'est pas le plus facile. Mais peut-être que justement, ça pourrait être une piste de réflexion pour dire que cette croissance économique introduit des transformations, mais des transformations qui ont des rythmes différents. Ça, c'est pour dire que tout ne change pas à la même vitesse. Vous voyez, ça permettrait de déplacer un peu le sujet et de dire qu'on va s'intéresser aux transformations de la société liées à la croissance économique, mais en fonction de rythmes variables. La difficulté, c'est que si on choisit cet angle-là, il faut avoir des éléments précis. Savoir faire la différence entre les années 50, les années 60. Là, ça dépend de votre niveau de familiarité avec le sujet. Donc c'est peut-être une voie un peu compliquée. Il y a une deuxième voie qui est peut-être plus simple, qui consisterait ici tout simplement à parler d'une accélération des transformations. Alors là, je m'explique. Les changements qu'on évoque, l'urbanisation, l'industrialisation, la tertiarisation, le développement de la place des femmes, donc c'est toutes ces questions-là qui sont derrière, l'immigration. Tout cela n'a pas commencé en 1945. Ça a commencé avant. Tout cela ne s'arrête pas en 1973. Ça continue après. Et donc, qu'est-ce qui caractérise les 30 Glorieuses? C'est surtout que c'est un moment où tout s'accélère, où tous les changements vont plus vite et plus fort. Alors ça peut être une problématique. Comment les 30 Glorieuses produisent-elles une accélération des transformations sociales? Vous voyez, en faisant ça, je reformule, mais je ne fais pas que reformuler. J'introduis une nouvelle idée. L'idée, justement, d'une accélération des changements. Là, ça correspond à ce qu'on peut attendre d'une problématique. Il y aurait même une troisième manière de faire, que vous verrez avec moi dans le cours, si vous ne l'avez pas déjà vu, dans les cours écrits, c'est qu'il y a des historiens, justement, et des sociologues
qui ont essayé justement de penser un peu différemment les Trente Glorieuses, de trouver d'autres formules. On verra dans le cours que Henri Mandras, qui est un sociologue, parle à propos des années 60 d'une seconde révolution française. Là, c'est une formidable formule pour dire comment peut-on parler à propos de ces transformations d'une révolution. Vous voyez, c'est une autre manière de reformuler en introduisant un auteur, Henri Mandras, et un débat. Autre manière de le dire, avec l'historien Jean-François Sirinelli, on en reparlera. Jean-François Sirinelli considère que les Trente Glorieuses, ce n'est pas forcément la bonne notion, et que la bonne notion, c'est plutôt les 20 décisives, ce qu'il appelle les 20 décisives, c'est-à-dire la période qui s'ouvre au début des années 60 et qui va jusqu'au début des années 80. Pour lui, c'est à ce moment-là, en fait, que tout change. Parce que Sirinelli, et je crois qu'il a raison, défend l'idée que dans les années 50, les changements sont limités. Et que c'est vraiment dans les années 60 que les choses s'accélèrent. Si on a ça en tête, ça permet de mélanger un peu les deux problématiques que j'évoquais au début. C'est-à-dire l'idée des rythmes et l'idée de l'accélération. Mais l'accélération, c'est bien de ce point de vue, plutôt les années 60. Alors vous voyez, il y a beaucoup de pistes. Des pistes qui vont nous amener à peu près au même type de plan. Ce plan, là aussi, ça va être assez proche du plan que j'ai évoqué pour le premier sujet. Il faut commencer par décrire cette croissance. C'est évident, là on ne peut pas faire autrement. La première partie doit expliquer ce qu'est cette croissance, c'est-à-dire donner des éléments de mesure, d'explication, pourquoi la croissance, qu'est-ce qu'il apporte, combien, quel taux de croissance, quels impacts. Donc là c'est une partie qui sera plus une description du mécanisme économique, mais qui peut déjà introduire l'idée finalement d'une société qui s'enrichit et qui donc va changer. Ce qui nous amène dans les deuxième et troisième parties à décrire davantage justement les changements. Alors là, à mon sens, on peut faire quelque chose qui, comme pour le premier sujet, serait un peu binaire. Les grands changements et ensuite ceux qui changent moins ou ceux qui ne changent pas beaucoup. Les grands changements, c'est facile. C'est tout ce qui concerne l'industrie, tout ce qui concerne la tertiarisation, le développement de l'éducation, l'urbanisation. Donc là, c'est des éléments où il n'y a pas de doute, on a bien une transformation de la société. Et en troisième partie, moi je garderai une idée qui permettrait d'introduire une nuance. Sans démentir ce qu'on a dit en deuxième partie, rappeler que tout n'a pas changé. Tout n'a pas changé, pourquoi ? Par exemple, parce qu'il y a toujours des inégalités. Que la croissance économique n'a pas mis fin aux inégalités. Elle a contribué à les diminuer. Il y a toute une théorie qui est la théorie dite de la moyennisation, selon laquelle, dans les années 50-60, la classe ouvrière s'enrichit et donc on aurait une classe moyenne un peu plus grande et un processus de moyennisation de la société. Pourquoi pas ? Mais cette moyennisation n'enlève pas le fait qu'il y a toujours des riches et des pauvres. Et donc la société n'est pas transformée de ce point de vue. Autre élément qui peut introduire une vraie limite, la place des femmes. Là, pour le coup, la place des femmes, elle change plutôt dans les années 70-80. Dans les années 50-60, la place des femmes n'a pas vraiment changé. On reste sur des structures plutôt traditionnelles. Donc là, ça pourrait être une limite, justement, des transformations de la croissance économique. Elle n'a pas tout changé. Là aussi, élément de conclusion pour ouvrir, c'est facile sur ce sujet, on peut montrer que la croissance des Trente Glorieuses a transformé la société française, c'est vrai, avec des limites, on l'a dit, mais cette transformation ne s'arrête pas là, et peut-être même qu'on peut faire l'hypothèse que les crises économiques, notamment la crise des années 70 et ce qui suit, ont davantage encore transformé la société. C'est une piste. Et donc vous voyez, sur ce sujet également, l'enjeu c'est bien de déplacer l'énoncé, de trouver un angle d'attaque et d'avoir une approche nuancée. Vous l'avez vu, dans les deux compositions, je ne fais pas du thèse-antithèse, parce que ça ne marche pas.
mais j'introduis une dimension thèse-antithèse à un moment donné. Ou plutôt, si vous préférez, une dimension aspect positif, aspect négatif ou réalisation limite. Parce que je pense que ça, c'est ce qu'on attend de vous sur ce type de concours. Voilà pour les compositions. On termine maintenant avec l'étude de documents. Et n'hésitez pas encore une fois, bien entendu, si vous avez des questions. Alors, l'étude de documents, c'est un peu moins long. Il vous reste maintenant 1h30, un peu moins que ça, pour traiter le sujet. L'étude de documents, il faut être assez logique. Ce qu'on vous demande, c'est de présenter le document, de montrer son intérêt et ses limites. Présenter le document, c'est l'introduction en fait. C'est un travail qui est assez simple, on y reviendra. Il faut expliquer la nature du document, qui est l'auteur et quel est le contexte. Ici, c'est relativement facile, mais ça suppose d'avoir quelques connaissances, bien sûr, sur l'auteur. C'est toujours la difficulté du sujet. Ici, Simone Veil, c'est simple, vous ne pouvez pas ne pas la connaître. L'an dernier, 2018, elle a été panthéonisée. Donc, si vous ne connaissez pas Simone Veil, si vous n'avez rien à dire sur elle, soyons clairs, ça ne sert à rien de présenter Sciences Po. Là, c'est non seulement de l'actualité, de l'histoire, voilà. Après, bien sûr, on la connaît plus ou moins bien. Mais l'important, c'est dans l'introduction d'essayer de vous distinguer, de montrer le plus de précision dans la présentation de Simone Veil. Donc ici, vous pouvez rappeler, juive, déportée, figure ensuite, les éléments sont donnés dans le texte de haut fonctionnaire qui va faire de la vie politique ensuite. Vous vous arrêtez aux années 70 parce que la suite de sa carrière, le fait qu'elle continue à faire de la politique, qu'elle soit une grande figure, première femme présidente du Parlement européen, puis ensuite panthéonisée, bien sûr, après sa mort, ça, vous le direz en conclusion, pour ouvrir. Mais pas dans l'introduction, parce que ça ne sert à rien pour comprendre ce qui se passe dans les années 70. On n'explique pas un document par ce qui va se passer après. Ce serait absurde. Deuxième élément, la nature du document. Un livre ici, Une vie, publié en 2007. C'est une autobiographie, ce sont ses mémoires. Donc c'est ce qu'il faut dire, il faut que le mot autobiographie ou le mot mémoire apparaissent. Et il faut surtout en déduire tout de suite l'intérêt et les limites. L'intérêt d'une autobiographie, c'est que c'est un regard personnel, subjectif, direct, un témoignage formidable. La limite, c'est un point de vue subjectif. Ce n'est pas un rapport administratif, ce n'est pas un travail d'historien. Simone Veil dit ce qu'elle veut bien dire. Est-ce qu'elle dit toute la vérité? Peut-être, mais peut-être pas. Est-ce qu'elle dit tout? Non. Donc ça, il faut le poser pour rappeler simplement qu'une autobiographie, il faut toujours s'en méfier un petit peu. Le contexte. Alors le contexte, il y a deux contextes. Il y a le contexte de la publication du document et il y a le contexte des événements évoqués. Le contexte de publication, ce n'est pas toujours facile à utiliser, mais ici vous avez la date. Les mémoires de Simone Veil sont publiées en 2007. Je pense que c'est important. C'est important parce que quand elle l'écrit, en 2007, elle écrit, on pourrait le dire, l'année où une femme, pour la première fois, est au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ségolène Royal. L'année où la place des femmes dans la vie politique est devenue plus forte, même si elle est toujours limitée. Donc quand elle écrit ça, elle a ça en tête. Le contexte maintenant des événements, là c'est les années 70, mais là on rappelle simplement Giscard élu président, des transformations sociales et politiques, liées notamment à l'après-mai 68, qui a changé les mentalités et qui a notamment permis l'émergence d'un certain féminisme. Ça, ce sont tous les éléments qui permettent de présenter le document. À partir de là, il faut procéder à une analyse du document en montrant justement ce qu'elle apporte à notre connaissance historique. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir un plan et une formulation de type un peu problématique. Alors la formulation de type un peu problématique, c'est pas comme pour la composition. On n'attend pas une problématique aussi structurée, aussi raffinée.
mais il faut donner une sorte de fil directeur à votre travail. Là, au fond, ce qu'elle explique dans ce texte, c'est qu'elle arrive en politique par hasard à un moment où les femmes ont une place limitée. Donc, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut prendre comme fil directeur, c'est comment, à travers ce témoignage, peut-on comprendre le développement de la place des femmes dans la vie politique française. Oui, c'est tout simple. Hein. Et ensuite, il faut essayer de structurer ça. Alors, le structurer ici, il y a plusieurs manières de faire. Je ne pense pas qu'on puisse suivre l'ordre du texte, parce que ça serait assez compliqué de suivre exactement l'ordre du texte, mais il faut reprendre les grandes idées. Les grandes idées, c'est quoi? C'est qu'au fond, il y a une pression sociale pour qu'il y ait des femmes au gouvernement. Elle évoque l'article de Marie-Claire, elle évoque l'idée que de plus en plus, c'est dans l'air du temps qu'il faut des femmes ministres. Et bien là, vous intégrez ça dans ce que vous savez sur le féminisme des années 70, la nouvelle place des femmes, et donc vous expliquez les liens qu'on peut faire là-dessus, ce qui rend possible la nomination de Simone Veil au gouvernement. Deuxième idée, vous pouvez dire, elle est nommée, mais elle est nommée dans des conditions relativement précaires. C'est-à-dire qu'elle ne s'attendait pas à être choisie. Alors après, c'est peut-être de la modestie, mais elle ne s'attendait pas à être choisie. Et elle est nommée sur un ministère dont elle n'est pas spécialiste, la santé. Et puis regardez les autres femmes ministres nommées au même moment. Secrétariat d'État, c'est-à-dire les sous-ministres à l'éducation, à la justice, à la condition féminine. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette idée? Que 4 femmes sont nommées au gouvernement, c'est pas beaucoup. C'est évidemment pas beaucoup. Et elles ne sont pas nommées à l'intérieur, à la défense, aux affaires étrangères. Elles sont nommées sur des ministères plus discrets, plus secondaires, plus techniques. Donc c'est une manière de dire qu'à ce moment-là, quand elle est nommée au gouvernement, on ne peut pas encore crier victoire. C'est un pas vers une plus grande représentation des femmes dans la vie politique, mais c'est un pas limité. Et donc c'est ça ici qui est intéressant. Et qui pourrait nous amener à une dernière idée. Elle l'évoque ici, à la fin du texte, en évoquant la question de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, la loi sur l'avortement. Et évidemment, sur ce texte, on attend que vous disiez quelque chose, mais ça peut être la conclusion, l'ouverture, sur ce que Simone Veil va faire de son ministère de la Santé. Elle va être au centre de la vie politique, parce qu'elle fait voter la loi sur l'avortement en janvier 1975. C'est fondamental, parce que le texte suggère au fond que Giscard nomme Simone Veil, mais sans que la feuille de route soit très claire. En gros, à s'en tenir là, on pourrait très bien se dire qu'elle est une potiche. Mais sauf que non. Elle le dit dans le texte, elle le suggère dans le texte, et on le sait, elle ne va pas être une potiche, parce que justement, elle est là pour mener une politique novatrice, difficile, et qui s'inscrit là aussi dans l'évolution de la place des femmes. Et ça permet de montrer justement que les femmes arrivent difficilement en politique, mais que quand elles y arrivent, elles réussissent à mener des actions politiques. Donc vous voyez, ça permet soit d'avoir une troisième partie à votre développement, soit d'aller déjà vers la conclusion, et d'ouvrir ensuite, bien sûr, sur la suite, et de rappeler que Simone Veil en politique, c'est une étape, c'est pas une fin en soi, mais c'est une étape importante dans l'histoire de la place des femmes dans la société française au XXe siècle. Et là, on attendrait une ouverture un peu précise sur quand est-ce qu'on a la première femme Premier ministre, Édith Cresson, 1991, première femme élue, qualifiée pour le second tour de la présidentielle, Ségolène Royal, 2007, et la loi sur la parité, surtout de 2001, qu'il faudrait évoquer dans la conclusion. Voilà, vous le voyez, dans un commentaire de texte, l'enjeu, c'est de comprendre bien sûr le document, mais surtout d'être capable de l'intégrer dans quelque chose de plus large, c'est-à-dire d'apporter des connaissances. Le péché capital sur une étude critique du document, c'est de se contenter de le répéter. Ça sert à rien, et vous allez avoir 1 ou 2 sur 8. En revanche,
on attend bien sûr que vous intégriez des connaissances. Dernière remarque, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce qu'on va clôturer maintenant la séance, je fais juste une dernière remarque. Vous l'avez vu dans ce texte, il y a des notes de bas de page. Il y en a toujours, hein, parce que le jury va vous aider, bien sûr, pour ne pas vous piéger. Mais il n'y a pas de notes de bas de page pour tout. Et vous remarquerez notamment qu'il y a des éléments qui restent un peu flous. Françoise Giroud, on vous dit qu'elle est une célèbre journaliste de l'Express. Mais on ne vous dit pas ce que c'est que l'Express. Parce qu'évidemment, le jury espère que vous soyez capable de dire que l'Express, c'est un hebdomadaire qui a même été un quotidien à un moment, qui est très influent au centre-gauche et au centre-droit à l'époque. Vous remarquez qu'il n'y a pas de note de bas de page sur IVG. Et évidemment, c'est à vous d'évoquer interruption volontaire de grossesse et d'expliquer la loi sur l'avortement. Donc il faut bien faire attention, parce que les notes de bas de page, elles vous aident, mais elles ne disent pas tout. Et vous devez essayer d'aller plus loin, d'ajouter justement des connaissances, et donc finalement de montrer, encore une fois c'est l'enjeu, que vous en savez plus et que vous l'interprétez mieux que les autres, puisque encore une fois, c'est un concours. Voilà pour cette présentation des sujets. Supposons que l'épreuve est finie. Il vous reste une dernière chose à faire. Ne l'oubliez pas, relisez votre copie. La relecture, c'est très fastidieux. On déteste ça, tout le monde déteste ça. Hein. Tous les profs vous disent de relire et tous les profs détestent eux-mêmes se relire. Il n'y a rien de plus pénible. Mais quand vous passez Sciences Po, vous avez passé 3h55 sur votre copie, vous n'êtes plus à 5 minutes près. Donc relisez-vous, vraiment. Vraiment, parce que si vous avez laissé des fautes d'orthographe, si vous avez laissé des mots oubliés, si vous avez oublié un élément, c'est le moment de corriger et de sauver votre copie. Donc dites-vous que vous ne passerez pas Sciences Po 50 fois dans votre vie, vous ne le passerez qu'une fois. Et donc ça vaut le coup de consacrer 5 minutes supplémentaires à la relecture. Et croyez-moi, ça peut faire la différence. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Au plaisir de vous retrouver. Bonne soirée à vous et à bientôt pour les cours de Prépa Live. Au revoir.